néanmoins, c'est des gestes qu'on peut tous poser demain matin. Et là, je le sais qu'il y en a quelques-uns dans la pièce ici là, qui se disent « bah. Ils racontent un peu n'importe quoi. Là. D'ailleurs, il y a les bébites qui viennent nous faire compétition, il y a les feux qui remettent tout ça. Et c'est tout vrai. Tout ça est vrai. Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence. Mais la plupart d'entre eux vont dire « oui, je veux bien consommer plus de produits forestiers, mais les gens qui nous disent que ce qui se passe au Canada là, ou au Québec, c'est le Brésil du Nord, que vous vous comportez sans foi ni loi pour nous fabriquer des produits qui sont bons pour l'environnement, mais si vous détruisez l'environnement pour avoir accès à la matière première, on n'est pas plus avancé. » Et c'est un raisonnement qui se tient. Et oui, la forêt est une solution, mais il ne faut pas se comporter n'importe comment en forêt quand on va prélever la matière ligneuse. Il faut se préoccuper de la suite des choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foresterie durable. Mais comment, vous, comme consommateur, allez-vous faire une différence dans cette idée de pratique forestière durable? Et c'est là où la certification entre en ligne de compte. Et là, je vous amène un certain jour d'avril 2018. J'étais en train de faire mon épicerie. Et ça, c'est Oncle Luc qui me s'étripe sur la table. Pas bien propre, hein? Oncle Luc est en train de faire son épicerie. Et vous savez, dans toutes les épiceries, il y a toujours des gens, des dames, des messieurs qui nous offrent toutes sortes de produits. Hein? Vous l'avez tous vécu, cette situation-là. Et cette journée-là, dans l'allée des produits sanitaires, il y a un petit monsieur, bon, évidemment pas lui, là, mais un monsieur, certainement, je pense qu'il était plus âgé que moi. Déjà, c'était assez étonnant. Puis, dans l'allée du papier hygiénique, dans l'allée du papier de toilette. Et là, il me regarde, il dit « Vous, monsieur, l'environnement, ça doit être bon pour vous autres. » Oui, bien sûr. Je ne me lève pas le matin en me disant que je pourrais bien faire pour briser l'environnement. Il dit, c'est pour ça que vous devriez acheter notre papier de toilette. Ah oui? Comment ça? Ben, il dit, c'est bien simple. Il dit, si vous... Oui, vous pourriez gagner, mais non, il dit, c'est bien simple. Si vous, nous, quand on fabrique notre papier de toilette, on tient compte de l'environnement. Ah oui? Comment ça? Il dit, faites-moi confiance. Ben oui, mais pourquoi je vous ferais confiance? Ben, il dit, écoutez, parce que notre produit, il est certifié. Et pas certifié n'importe comment, certifié FSC, le Forest Stewardship Council. Et évidemment, bon, j'enseigne ça. J'ai fait un peu le nono, hein? Mais pas trop. Et puis, je vous donne tout de suite la conclusion de l'histoire. Oui, j'en ai acheté 3 paquets de ça, puis 2 paquets de Sponge Towel, puis je n'ai pas gagné de GoPro. Mais évidemment, c'était une campagne dans le cadre du Jour de la Terre, le 22 avril, année après année, depuis bientôt 20 ans, c'est le Jour de la Terre. Et on a décidé de profiter de cette occasion-là pour faire de la promotion, pour acheter des produits dont l'approvisionnement en matières premières, des produits forestiers, bien oui, le papier de toilette, c'est peut-être le produit forestier avec lequel on a un contact le plus intime. Et on en consomme pas mal.
Et puis le papier, bien, ça le dit, c'est fabriqué avec de la matière première qui vient de la forêt. Et si on en consomme beaucoup puis que ça vient de la forêt, bien, il y a peut-être moyen que ça contribue à de meilleures pratiques en forêt. Et c'est un produit important. Bon, là, on nous montre c'est un très beau reportage sur CBC, il n'a pas été traduit, sur le papier toilette, qui montre que, écoutez, c'est un produit extrêmement important. Les Canadiens, en 2012, utilisaient 100 rouleaux par année. Donc, c'est pas rien, là. Chaque Canadien, 100 rouleaux. Et puis quand je regarde mes fiches, je pense qu'on est plus proche de 200. Mais ça, c'est mon problème, ça. Ça, là, en 2012, ça correspond à 84 millions de kilomètres. Assez pour relier Halifax à Vancouver 16 000 fois. C'est des chiffres tellement gros que... Mais ce que ça montre, tellement gros qu'on en perd. C'est pour ça que la petite carte est importante. J'aime beaucoup cette photo-là. Parce que c'est un produit important dans notre quotidien. Et si on achète des produits certifiés, on peut donc faire la différence. Pourquoi on va faire la différence? Ah, bien ça, c'est ce que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes. Faisons un saut dans l'avenir. Il y a quelques jours, la compagnie Kruger annonçait qu'un produit qui était au stade de prototype, on va augmenter sa production à Trois-Rivières. C'est de la microfibrille de cellulose. Le produit s'appelle Philocell. Ça peut renforcer, par exemple, si jamais les sacs de papier reviennent, et ça se pourrait, on sait tous, vous êtes trop jeune. Mais à mon époque, quand j'étais ado, les sacs d'épicerie étaient en papier. Puis là, tu avais à peine le temps de te rendre à la voiture de papa. Puis là, tout défonçait. Bon, si c'est des boîtes de conserve, c'est un moindre mal. Mais pour les œufs, c'est plus embêtant. Là, on a un produit pour renforcer les sacs de papier, pour pas que ça arrive, cette chose-là. Et c'est à base de cellulose. Dans toute la publicité pour le lancement de cette usine qui va vraiment entrer en production, on est sorti de l'étape du prototype, on a annoncé, vous savez, tout le Philocell est certifié. Alors, que ce soit du papier de toilette ou des choses tout à fait saugrenues ou tout à fait nouvelles comme ce produit-là, la certification est devenue quelque chose d'important. Mais qu'est-ce que c'est que la certification? Alors, rentrons dans le vif du sujet. La certification, ça touche un paquet de produits. Ce n'est pas spécifique aux produits forestiers. La certification, ça signifie qu'il existe une procédure pour tenir compte de l'environnement, qu'un producteur de quoi que ce soit choisit volontairement de contraindre son comportement par le respect de la procédure. Et cette procédure que je choisis volontairement de suivre, à laquelle je choisis volontairement de me soumettre, il y a une tierce partie, un arbitre, quelqu'un qui est tout à fait indépendant, qui va venir voir si je le respecte bien, le standard. Et le standard, il a été établi par des gens compétents, mais indépendants des producteurs. Vous êtes familier avec ça. Vous avez certainement un frigo
une cuisinière, que sais-je, qui a le logo Energy Star. Ça veut dire que votre frigo, pendant qu'il ronronne, ou votre congélo, pendant qu'il ronronne, il consomme moins d'énergie qu'un frigo qui n'est pas Energy Star. On ne vous demande pas de faire une analyse en thermodynamique quand vous allez acheter un frigo. On vous demande de faire attention et de rechercher cette étiquette. Et ça fait presque 30 ans que ça existe. Ça date des premières crises du pétrole. Et on pourrait continuer, peu importe les produits, que ce soit du poisson, les fleurs coupées, les tissus, le coton, le café, les textiles, l'énergie. Il y a plein de logos. Et l'idée, le raisonnement est toujours le même. Vous voulez avoir une consommation responsable? Bien sûr que vous pouvez faire des études pour savoir comment c'est fabriqué. Mais c'est compliqué, ça. Tu sais, quand on fait l'épicerie, là, puis que le petit nous tire sur la jambe, puis qu'il faut surveiller pour pas qu'il ramasse trop de biscuits ou de palettes de chocolat, parce qu'on les a mis à la hauteur des yeux des enfants, mais ça, c'est un autre problème. C'est pas mal plus simple de chercher le logo pour démêler les produits. Je vais finir par me casser la gueule avec la... OK. Alors, ça existe dans les produits forestiers, ces logos, et des produits forestiers de consommation courante, comme du papier hygiénique, des mouchoirs ou des essuie-tout. Pourquoi est-ce que les fabricants s'embarquent là-dedans? Pour donner une assurance de qualité aux clients. Pour améliorer la gestion de la production. Parce que pour avoir le droit au standard, là, il faut vraiment se poser des questions sur comment je fabrique mon affaire. Pour améliorer la compétitivité. Au début de tous ces systèmes-là, on disait « Ah, ben là, il y a certains consommateurs qui valorisent tellement l'environnement qu'ils sont prêts à payer plus. » La fameuse prime verte. J'ai eu un petit projet de recherche pour la calculer. C'est proche de zéro. Quand on est à l'épicerie ou au magasin, et les gens chez Walmart l'ont bien compris, le premier élément déclencheur d'un achat, c'est le prix. Et on ne se comptera pas d'histoire. Cependant, si à prix égal, on vous dit, ben là, mon produit, il n'est pas plus cher, puis il y a une contribution environnementale, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Oups, là, il faut que je fasse attention, il filme tout, lui. Je parle des grimaces. Bon, pour un vieux singe, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres choses? OK. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plusieurs firmes se sont embarquées dans la certification, pas tellement pour aller chercher la prime verte, qui, dans le cas des produits forestiers, là, je vais vous donner un résultat de recherche qui date un peu, il y a mon Dieu, presque 20 ans. Il y a 10 des consommateurs qui sont prêts à payer 10 de plus. Ça ne fait pas beaucoup, ça, de consommateurs puis d'argent de plus. Fait que la prime verte, là, ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est que, comme je viens de vous l'expliquer, chaque fois que vous faites un achat, si on vous dit à prix égal, il y a un produit qui va être bon pour l'environnement, où on a tenu compte de l'environnement dans la fabrication du produit, tout le monde va choisir ça. Alors, c'est ce qui fait que c'est devenu une stratégie pour augmenter les parts de marché. Et, bien évidemment, maintenant, en plus des rapports annuels qui sont essentiellement des bilans financiers, bien, la plupart des grandes entreprises ont des bilans sur la performance environnementale et cette idée de certification est très importante. Je n'entrerai pas là-dedans. Maintenant, ça, c'est la théorie. Est-ce que ça marche dans la pratique?
La réponse, c'est oui. Et la plus belle preuve de ça, c'est IKEA! Ingemar! Hein? Quoi qu'il lui aussi est périmé. IKEA, et dans quelques instants, et encore une fois la Suède, dès 2014 a annoncé que ça devenait important, et même plutôt qu'ils se sont engagés dans la certification au tout début. Mais en 2014, ils ont dit c'est important de faire les choses différemment pour répondre aux besoins futurs. Donc, on plaît nos produits futurs. On va essayer de tenir compte encore mieux de l'environnement. Et tout ça en maintenant les prix les plus bas possibles. Alors là, tout le monde est content, là. Hein? Plus loin dans leur politique, ils disaient d'ici où 100 des bois provenant de nos zones prioritaires, bon, la Suède, les Pays-Baltes, un petit peu le Canada, assez étrangement, on leur envoie du bois pour qu'ils fabriquent des composantes de meubles que nous, on va acheter puis s'ingénier à jouer avec la fichue petite clé, là. C'est une épreuve, construire un meuble IKEA. Mais c'est une épreuve d'intelligence et parfois, je doute. Mais ils ont dit plus que ça. Non seulement les approvisionnements pour fabriquer nos meubles, mais tout ce qui est nécessaire pour notre papeterie, nos emballages. D'ici 2020, ça va être 100% FSC. Alors, il y a quelque chose là qui se traduit dans la réalité. Ça, c'est un sondage qui a été publié en décembre dernier. 4000 quelques clients FSC qui ont des gens qui ont demandé à faire certifier leurs approvisionnements de manière à ce qu'ils puissent appliquer le logo sur leurs produits. Qu'est-ce qu'ils nous répondent? Et je n'ai pas eu le temps de la traduire. C'est la seule qui est en anglais, je pense. Alors, vous me permettrez ça. Ce que ça nous dit, c'est les gens qui utilisent le logo. Et pourquoi vous utilisez le logo de certification? Parce que c'est une façon de communiquer notre politique environnementale, nos engagements envers la durabilité aux clients. Alors, c'est assez clair. La deuxième grande raison, c'est une façon de démontrer que l'environnement, c'est important pour nous. Alors, pour moi, c'est très parlant, ces chiffres-là. Pour rencontrer la demande des consommateurs, 43 %. Ça aussi, c'est parlant. Ça veut dire que même si le système est en place depuis un bon moment, il n'y a même pas la moitié des consommateurs qui sont conscients de cette histoire de certification. Alors, il y a quelque chose à creuser. Évidemment, c'est une étude mondiale. C'est peut-être un peu mieux que 43 % en Europe, mais en Amérique du Nord, c'est peut-être en bas de 43 %. Non, j'allais faire des réflexions politiques, là, c'est pas utile. Parler de l'exciter au sud de la frontière, là, mais je vais m'exciter moi-même si je fais ça. La certification, ça fait partie de tout ce spectre de règles de vie qu'on se donne pour fonctionner en société. Bon, bien sûr, il y a des normes dites informelles, des normes sociales. Comment est-ce qu'on se comporte en classe? Il y a des choses qui vont un peu de soi et qui sont spécifiques. Les petits Finlandais ne se comportent pas comme les petits Suédois, puis ça ne se comporte pas comme les petits Québécois. C'est spécifique à la culture. À l'autre bout, il y a des normes formelles et la norme des normes, c'est le code criminel. Ben oui, on n'a pas le droit de faire mal à quelqu'un physiquement. Psychologiquement, on a encore du chemin à faire, là, mais entre ces deux affaires-là, entre ces deux pôles, il y a bien sûr les obligations civiles.
tous ces règlements qu'on doit, bon, si vous roulez trop rapidement, ben ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui va prendre une photo et vous allez recevoir une belle contravention par la poste. Bon, ça, c'est les obligations réglementaires civiles. Par contre, il se peut qu'on dise, bien écoutez, si on veut faire mieux l'environnement, peut-être qu'on peut mobiliser par l'éducation. Et là, développer des programmes d'éducation. Alors, c'est une norme, ça aussi. Plusieurs organismes non gouvernementaux environnementaux, comme l'Association forestière, ben, c'est un peu ça qu'ils font avec vous autres aujourd'hui. Puis, ils suivent un protocole qui s'est établi depuis, on est rendu à 10 ans? 11 ans. Bon. C'est pas codifié comme tel dans un règlement, mais on ne part pas de zéro à chaque année. Bon, c'est ce qu'on trouve ici. Il y a les systèmes de gestion environnementale, je vais en parler dans quelques instants. Il y a certaines organisations qui, année après année, font le bilan des entreprises, qui comparent la performance environnementale de Nestlé, de Volvo, de Fuji ou de Monsanto, maintenant Bayers, et qui disent, bien, il s'agit simplement de faire le bilan, de rendre ça public, puis là, les gens vont bien voir avec qui il faut faire affaire. OK. Les entreprises se donnent des codes de bonne pratique. Parfois, on va développer des ententes de développement communautaire pour mieux intégrer l'environnement. D'autres fois, alors ça, c'est plutôt volontaire. Maintenant, il y a aussi, et ça devient très sérieux, quand vous êtes en affaires, bien, souvent, vous avez besoin d'assurance, vous avez besoin de crédit auprès des institutions bancaires ou des compagnies d'assurance. Bien, on se rend compte que maintenant, plusieurs compagnies d'assurance craignent les crises environnementales et vont exiger, oui, tu contractes une assurance avec moi, voici le taux si tu tiens compte de l'environnement, voici le taux si tu ne tiens pas compte de l'environnement. Enfin, si tu ne fais que respecter les lois et les règlements. C'est la même chose pour les institutions prêteuses. Et c'est là où arrive la certification. Il y a des entreprises qui se spécialisent pour développer des standards qui sont validés scientifiquement et qui attachent un label à ce standard. Et si vous respectez le standard, que c'est vérifié par un auditeur indépendant, la manière dont vous respectez le standard, bien, on va vous donner le droit d'utiliser le logo sur vos produits. C'est ça l'idée de certification. OK. Tombons dans le vif du sujet. Il est à peu près temps. Hein? Ça fait presque 1 heure que je jase. Ça veut dire qu'il me reste 20 minutes. Je vous l'ai dit que je manquerais de temps. Alors, il existe 3 grands logos de certification forestière. Quand vous allez à l'épicerie, qu'est-ce que vous cherchez? Bon, j'ai insisté sur FSC, ça va apparaître plus clair dans quelques instants. Alors, le Forest Stewardship Council, mais il y en existe un autre qui s'appelle le Sustainable Forestry Initiative, qu'on retrouve aussi sur le papier de toilette et les boîtes de papier mouchoir, tiens. Il y en existe un troisième qui auparavant s'appelait le Pan-European Forestry Council. C'est un machin européen, mais qui maintenant se retrouve ici. Ils ont gardé les mêmes lettres, mais ça veut dire d'autres choses. On va y arriver. OK, c'est quoi cette histoire de certification? D'où ça vient? Ça a commencé à Rio. Hein? Bon, Rio, bien sûr, tout le monde pense au carnaval, là, puis nous irons à Rio, hein? Avec les plumes d'autruche, là.
on a tenu un super sommet, le premier sommet de la Terre en 92, et il devait y avoir une convention sur les forêts. Dire là, les forêts, c'est géré n'importe comment. On va avoir une grande convention, ça va être géré de la même façon partout dans le monde. Puis on va le régler, le problème, de façon légale. Ça n'a pas marché. Ça aussi, il y aurait beaucoup à dire, je manque de temps. Mais parce que les contextes politiques sont bien différents, les forêts sont différentes, cette idée qu'il existe un règlement à taille unique, là, c'est vrai que c'est pas vraiment crédible. Là, hein? C'est un peu la taille universelle. Croyez-vous à ça quand vous allez dans les magasins pour vous habiller? Soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Hein? C'est la taille universelle. Alors, les gens du mouvement environnemental étaient bien déçus. Mais au Fonds mondial pour la nature, WWF, on a dit, ben non, peut-être qu'effectivement, là, miser sur les règlements, si on passait par les consommateurs. L'argent, ça explique tout. Bon, ben, on va passer par les consommateurs.